Il y a le côté où comme si l'enfant, s'il n'avait pas de doudou, il ne pourrait pas survivre sans ses parents. Comme si les professionnels ou les personnes, même familiales à qui on le confie, ne pouvaient pas s'en sortir sans. Alors qu'en fait, dans la manière dont on s'occupe d'un bébé ou d'un jeune enfant tous les jours, on a plein de petits rituels, plein de petites façons de faire, plein d'habitudes qui sont en fait des choses qui vont rassurer l'enfant sans toujours avoir besoin de cet objet matériel. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, je reçois Adrien Blanc. Bonjour et bienvenue Adrien. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien au centre médico-psychologique et hôpital de jour pour enfants au groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Vous êtes également formateur en psychologie et psychanalyse au centre de formation Saint-Honoré à Paris. Et puis vous êtes docteur en psychologie et chercheur associé au laboratoire de psychologie clinique. Ça fait des titres. Vous avez une grosse carte de visite. Mais vous êtes là pour nous parler en tant qu'auteur de Mon Doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir aux éditions InPress. Alors c'est le premier titre de la collection Et tu deviens grand ou grande que vous dirigez. Pourquoi avoir choisi, puisque c'est le premier, le thème du doudou dans cette collection? Qu'est-ce que ça avait de si particulier comme sujet et qu'est-ce que vous vouliez dire de plus sur le doudou? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'était pas le premier prévu. À la base, c'était une histoire de parler de la séparation, de toute cette préoccupation qui concerne les parents, les professionnels, etc. Et en commençant mes recherches et en discutant avec plein de professionnels, je me suis rendu compte que tous focalisaient constamment sur le doudou, sur cet objet. Et je voyais un paquet de pratiques qui m'interrogeaient, un paquet de choses qui me surprenaient. Et je me suis dit, commençons par le remettre au goût du jour et le sortir un peu de ses clichés et de ses représentations habituelles. Oui, et le doudou, c'est aussi une histoire de séparation. Tout à fait. Paradoxalement, vous rejoignez le sujet. C'est ça. D'ailleurs, il y a cette question, vous dites que c'est une question quasiment automatique. Aujourd'hui, quand vous arrivez avec votre enfant à la crèche ou quelque part, on vous dit, mais est-ce qu'il a un doudou? Pourquoi c'est devenu un automatisme? Et pourquoi finalement, derrière cette question, tout le monde se moque de la réponse ou n'interprète pas bien la réponse? Oui, il y a un côté un peu automatique, comme si c'était l'objet en lui-même qui était important et pas la manière dont les parents ou la manière dont l'enfant l'investissait. Et c'est vrai que c'est comme s'il était presque plus important que les professionnels, presque plus important que le lien humain. Et c'est bien souvent une erreur d'interprétation d'imaginer qu'il va remplacer quelqu'un, remplacer le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui travaillent auprès des jeunes enfants. Et en fait, c'est devenu un automatique. Mais ce qui est souvent un peu dommage, c'est qu'on ne cherche pas à savoir est-ce que réellement il a un rôle pour l'enfant ou est-ce qu'on le confond parfois avec l'objet commercial qu'on a acheté en espérant qu'il serve à quelque chose. Voilà, les doudous tout faits, comme vous les appelez, ils ont tout pour être des doudous, mais finalement, peut-être que l'enfant n'en fera pas un doudou. C'est ça, même s'ils sont très bien pensés, et que je les appelle effectivement avec un peu d'humour des prêts à doudou, des prêts à être investis, où il y a une partie figurative, une partie molle, plein de textures différentes. Ils ont été très bien pensés. Le doudou est vraiment rentré dans le domaine commercial, dans le grand public, partout. Mais pour autant, on ne sait pas à l'avance ce sur quoi l'enfant va s'appuyer pour affronter ses expériences avec la vie. Bon, même si vous revisitez Winnicott dans votre livre, vous utilisez, explorez tout un monde de nouvelles connaissances qui concernent le doudou. Alors la neuroscience qu'on appelle à toutes les sauces aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles connaissances sur le doudou qui nous font revoir des vieilles idées éculées qui n'ont plus cours? Quelques-unes. C'était surtout le fait que je trouvais qu'à force de parler constamment du doudou, on l'effaçait par rapport aux autres phénomènes transitionnels, aux autres rituels qui peuvent intéresser à la fois les enfants pour s'accrocher par rapport au monde. Et surtout, on se déconnectait de plus en plus de ce que faisait réellement l'enfant, c'est-à-dire de s'accrocher à un monde sensoriel avant de s'accrocher à un monde affectif, à un monde relationnel. Et au niveau des connaissances, ce que je trouvais particulièrement important, c'est que le doudou, c'est aussi un objet pour penser le monde, penser le fait que l'enfant naît différencié de son environnement et des autres, et que c'était aussi une manière de se dire qu'en 2023, est-ce que vraiment on peut continuer de parler de fusion, d'indifférenciation, de ce truc où l'enfant ne ferait pas la différence entre lui, ses parents et son environnement. Et maintenant, on ne peut plus vraiment dire ça, et c'était important de le remettre un peu au goût du jour. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que le doudou, c'est une affaire bien plus sérieuse et complexe qu'on l'a imaginé, ce que vous venez de nous dire. Mais quand on parle de doudou, au fait, de quoi parle-t-on ? Tout dépend de quel point de vue on se place. Mais quand on parle de doudou en psychologie, on parle de ces objets transitionnels qui font partie de cette catégorie des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui sont observables, qui existent dans notre monde, mais que l'enfant va y mettre un sens particulier, va y investir quelque chose qu'il va rechercher, qu'il va retrouver et qui petit à petit va le rassurer. Mais le doudou, c'est pas forcément celui qu'on achète, ça peut être une petite voiture, ça peut être un objet qui se change, ça peut être le fait de se positionner d'une certaine manière dans son lit avant de s'endormir.
Et ça, c'est un exemple que je prends souvent. Mais donc ça, c'est pas un objet. C'est pas un objet, mais c'est quelque chose qui est quand même sensoriel, en contact avec des éléments de la réalité. Je pense à ces adultes qui peuvent raconter qu'avant de se coucher, ils vont tapoter leur oreiller dans un sens ou se mettre dans une certaine position. Ça reste quelque chose de matériel et de concret, de palpable, de partageable. Et c'est vraiment parce qu'on a construit quelque chose qui nous rassure. Mais en vrai, en termes biologiques ou humains, le fait de se mettre à droite ou à gauche pour s'endormir, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. C'est parce qu'on y a construit quelque chose qui nous aide à nous endormir, qui nous aide aussi d'une certaine manière à affronter aussi en tant qu'adulte des expériences de séparation. Mais ça, c'est important de comprendre que le doudou, c'est pas forcément un objet. Tout à fait. Ça, voilà. C'est vraiment, c'est pas un objet, mais il a toujours quelque chose de sensoriel. Ça peut être une comptine, ça peut être une manière de bercer l'enfant, ça peut être quelque chose qui va triturer sa couverture avant de se coucher. C'est-à-dire, ça a quand même toujours un aspect sensoriel sur lequel l'enfant peut s'appuyer et ressentir quelque chose. Alors vous désacralisez le doudou dans votre livre et vous dites que finalement le doudou, rassurez-vous parents, si votre enfant n'a pas de doudou, le doudou c'est pas obligatoire. Tout à fait, et je dirais même au contraire, même si... c'est plus une nécessité sociale, dites-vous. C'est ça. Ouais. Il y a le côté où comme si l'enfant, s'il n'avait pas de doudou, il ne pourrait pas survivre sans ses parents. Comme si les professionnels ou les personnes, même familiales à qui on le confie, comme s'ils ne pouvaient pas s'en sortir sans. Alors qu'en fait, dans la manière dont on s'occupe d'un bébé ou d'un jeune enfant tous les jours, on a plein de petits rituels, plein de petites façons de faire, plein d'habitudes qui sont en fait des choses qui vont rassurer l'enfant sans toujours avoir besoin de cet objet matériel. Et ça, c'est très important de conserver ces rituels, en fait. Tout à fait, c'est plus même là-dessus qu'il faudrait prendre appui. Et dans tous les professionnels que je peux former ou accompagner, je leur dis souvent, ok, posez la question du doudou parce que c'est important, il y a un objet qui va rassurer les parents, etc. Mais ce qui est important, c'est comment il va l'utiliser, comment il va utiliser tous ces petits rituels de la vie. Et ça serait quand même plus intéressant de se demander aussi ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans les petits détails quand on veut faire une certaine continuité éducative, que simplement un objet comme s'il était magique, sauf qu'il est magique pour l'enfant plus que pour les adultes. D'un lieu à l'autre, c'est pas parce qu'il est là qu'il va forcément fonctionner. Il est parfois magique pour les adultes, quand ils déposent leur enfant le matin à la crèche et qu'ils disent tiens, il a le doudou, qu'au moins, pendant que je serai pas là, il aura son doudou. C'est ça, comme si un doudou pouvait nous remplacer. Ouais. Oui. C'est un côté un peu magique qui parfois rassure plus les parents ou les professionnels que l'enfant lui-même, alors que bien souvent, pour être rassuré quelque part, il faut d'abord qu'il crée un lien, qu'il crée une relation avec la personne qui va s'occuper de lui, de se rendre compte qu'il va avoir des points d'appui et des points de réassurance. Et après tout ça, éventuellement, ces objets-là pourront avoir un sens. D'ailleurs, c'est très intéressant quand l'enfant ou quand bébé voit pour la première fois des gens qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment il va interagir avec eux? Qu'est-ce qu'il va faire qui va être calme dans les bras d'une personne qu'il ne connaît pas et avec qui il n'a même pas encore tissé de lien? Ça dépend encore, d'une certaine manière, de l'âge de l'enfant. On a tous cette expérience d'un enfant qui a quelques mois et que les parents nous font suffisamment confiance pour nous le confier. On se voit bien que bien souvent les parents ils disent non mais c'est plutôt comme ça qu'on tient la tête, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire ce qui va d'abord jouer, c'est pas tant le relationnel et la personne que d'abord le tonus corporel, cette sensation, etc. Jusqu'au moment où, en grandissant, l'enfant va pouvoir se rendre compte que effectivement cette personne il la connaît, cette personne il ne la connaît pas. Mais ce qui le rassure, c'est de retrouver une manière de faire un peu similaire qui va lui parler et sur lequel il va pouvoir comprendre quelque chose. Mais c'est pas tant la personne au départ. Ouais. Alors le doudou est un concept. Écrivez-vous. Alors ça c'est nouveau ça. Le doudou un concept. De quoi le doudou est-il le concept? C'est-à-dire je sais pas. C'est un concept de quoi le doudou? Le concept c'est dans le sens où on conceptualise quelque chose qui n'existe pas forcément et qu'on en crée quelque chose. Et le doudou c'est un concept dans le sens où il renvoie à plein de phénomènes qui permettent à l'enfant de construire son rapport au monde. Parce que souvent, on a l'impression que le doudou, on peut souvent l'entendre quand on en parle de notion de il prend la place de papa et maman, il permet de penser quand papa et maman est là ou pas là. Sauf qu'en fait, plus que ça, le doudou va permettre à l'enfant d'essayer de comprendre son rapport au monde, d'essayer d'y mettre en sens et aussi de développer des capacités, des compétences, des moyens pour y faire face. Donc c'est pas simplement un objet, c'est pas simplement quelque chose sur lequel il s'appuie, mais c'est quelque chose sur lequel aussi il va pouvoir construire son rapport au monde et aux autres. Alors, de 0 à 9 mois à peu près, donc c'est la première période, il se passe quoi entre l'enfant et son doudou? Entre l'enfant et son doudou, est-ce qu'on peut dire qu'il l'investit vraiment, son doudou, à ce moment-là? Au tout début, on ne sait pas encore trop. De 0 à 9 mois, c'est vraiment le moment où l'enfant va commencer ce qu'on appelle un peu ses premières expériences transitionnelles, mais on ne sait pas encore sur lesquelles il va prendre appui, lesquelles vont fonctionner. C'est par exemple le moment où l'enfant va commencer à essayer de dormir seul dans son berceau et qui va seul essayer de s'endormir. On l'entend des fois, il faut le laisser un peu l'enfant, on verra bien ce qui se passe. C'est-à-dire c'est le moment où il va
tester des petites choses. Par exemple, si on prend le doudou matériel, mais ça pourrait être autre chose, il va par exemple un peu l'attraper, le triturer, le regarder, le sentir, voire le goûter avant de s'endormir. Et ce qui va fonctionner, ce qui va lui permettre de se dire peut-être ça va me rassurer, c'est qu'au moment où il va se réveiller le lendemain, cet objet sera encore dans son berceau et ça sera la première chose avec laquelle il va pouvoir créer une continuité. Et ce qui est le plus important dans les premiers mois de la vie, c'est d'abord que l'enfant va créer cette continuité sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, essayer de comprendre ce qu'il ressent et essayer du coup de se rassurer lui-même en attendant que les parents arrivent, en attendant que la personne qui s'en occupe puisse venir. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le doudou. Moi, je croyais qu'il ne fallait pas laver un doudou. Oui. Je suis allé sur Internet. Alors, il y a une recherche qui est faite. Faut-il laver un doudou ? Alors, il y a l'école de ceux qui disent qu'il faut le laver même très souvent, le doudou. Et puis, il y a ceux qui disent non, il ne faut surtout pas le laver parce qu'il a ses repères et il pleure si on lui lave son doudou. C'est là où on voit tout de suite parfois que certains concepts ou certaines notions peuvent être pris des fois un peu trop au pied de la lettre parce que déjà en termes éducatifs, si on met un interdit ou une obligation, c'est qu'on passe à côté du relationnel. On ne sait jamais à l'avance ce qui va fonctionner ou pas avec un enfant ou dans une relation. Mais par exemple, quand on me demande très souvent est-ce qu'il faut le réparer, est-ce qu'il faut le laver ou autre, en fait, ce qui est important de se dire, c'est que l'enfant, ce qui va le rassurer, c'est le fait que son doudou ou ses phénomènes vont avoir du corps, vont avoir un répondant et vont avoir une continuité. Donc si les parents décident de le laver, soit effectivement on en fait un rituel de lavage auquel on associe l'enfant pour qu'il en fasse une expérience, mais en tout cas on ne fait pas comme j'ai pu voir parfois où pendant que l'enfant dort on le lave en douce, sauf que le lendemain on le sait bien, pour les parents il sent bon, pour les enfants il sent une odeur inconnue le lendemain. Oui, ça c'est pour toutes les mamans qui croient que finalement le doudou doit absolument prendre une douche avec surtout l'adoucissant. Voilà, il faut qu'il ait une continuité et que si l'odeur change, l'enfant il soit associé d'une manière ou d'une autre à ce moment-là. On n'en fait pas quelque chose de magique, sinon on prend le risque que l'enfant ne retrouve pas les mêmes repères, même si des enfants s'y adaptent très bien au fait qu'ils soient lavés, mais parce qu'ils sont habitués au fait que ça puisse se produire. Et c'est sans doute pas sur l'odeur du coup qu'ils vont s'accrocher ces enfants-là. Les parents qui nous écoutent ce matin ont certainement des histoires affreuses de perte de doudou. En week-end, on a perdu le doudou, donc c'est le drame. C'est un drame de perdre le doudou ? Tout dépend comment les parents vont le vivre, parce que si le doudou sert justement à construire quelque chose quand les parents sont pas là ou face à certaines expériences de séparation, je dis souvent un peu en rigolant, mais bonne nouvelle, il a perdu le doudou, mais pas ses parents. Donc a priori, vous allez bien trouver quelque chose quand même à faire, sans être remplacé par un objet, donc ça serait quand même plutôt pas mal dans ce sens-là. Vous savez, les parents qui font le tour de la ville pour trouver un doudou qui ressemble. C'est ça, sauf que en fait, bien souvent... selon l'âge de l'enfant, parfois ça peut arriver de lui en donner un autre parce qu'on ne sait pas encore sur quoi il s'est accroché, il va y trouver quelque chose. Mais si l'enfant, on a déjà repéré qu'il avait créé un vrai lien avec, qu'il le cherche, qu'il le retrouve, prenez le temps de rassurer l'enfant, de le consoler. C'est pas magique quand on perd quelque chose. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est de regarder dans son environnement, est-ce qu'il n'a pas une autre peluche qu'il aime bien ? Est-ce qu'il n'a pas un autre quelque chose sur lequel il s'appuie qui va pouvoir faire un peu tampon en attendant qu'il développe un autre phénomène transitionnel, un autre quelque chose ? On parle du doudou, ça apparaît comme un sujet léger, mais finalement c'est l'élaboration et la construction de notre psychique. Alors on en parle ce matin avec Adrien Blanc qui est psychologue et qui publie Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir aux éditions Une Presse. C'est le premier titre d'une collection que vous dirigez. Comprendre le doudou, dites-vous, c'est bien comprendre le concept du transitionnel. Et c'est quoi la différence entre un doudou et un doudou transitionnel, par exemple ? Ce qui est important, c'est que le mot transitionnel, parfois on le comprend mal. On peut imaginer que c'est quelque chose de transitoire ou quelque chose qui va faire la transition d'un espace à un autre, ce qui n'est pas complètement faux, mais le transitionnel avec le nel à la fin, il montre quand même autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un processus qui va se passer d'un échange entre l'enfant et son environnement, entre l'enfant et l'objet ou le phénomène sur lequel il va s'appuyer. C'est-à-dire que quand l'enfant va manipuler son doudou, il ne va pas simplement être rassuré, il va se produire quelque chose qui va lui permettre de mieux comprendre cette expérience qu'il est en train de vivre un peu difficile, cette expérience un peu angoissante, et ça développe pas simplement sa capacité à faire face à ce qui se passe, mais aussi sa compréhension du monde et sa capacité à mieux se rassurer de lui-même, parce qu'au final, si jouer avec son doudou nous rassure, c'est bien parce que c'est nos capacités psychiques qui nous rassurent, même si l'enfant, lui, ne le sait pas encore. Mais quand on parle du doudou, si on demande aux gens définition du doudou, on va dire objet transitionnel. Oui. Tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Oui, mais pour savoir ce que veut dire le transitionnel, pas toujours. D'ailleurs, doudou, ça vient d'où ? Alors, vous êtes penché sur l'étymologie du mot.
Il n'y a pas grand-chose en vrai. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a l'air assez inventé assez récemment. Et les quelques hypothèses épistémologiques ou étymologiques qu'on peut trouver, c'est vraiment avec le son, le doux, la manière dont l'enfant aurait pu le nommer de manière monosyllabique. C'est pour ça que selon les cultures, on a des fois, c'est du dada, c'est du tata. Au Québec, je crois qu'il s'appelle le tata et pas le doudou. Parce que sans doute que les sons pour le nommer culturellement n'étaient pas les mêmes. Ouais. Et que la manière dont l'enfant l'a fait n'est pas les mêmes. Il n'y a pas énormément de choses que j'avais pu trouver là-dessus. Bon, ça existe depuis toujours un doudou ou pas ? Le mot doudou, pas sûr, mais le fait que l'enfant développe des phénomènes, des rituels, des habitudes pour se rassurer et construire son rapport au monde, oui, depuis toujours, dans toute époque, mais c'est pas toute époque ou toute culture qui l'a conceptualisé dans un objet commercial, ça c'est sûr. Voilà, et vous dites que les Anglais ont trouvé un mot très très doux pour nommer le doudou. Oui, selon les traductions, security ou safety blanket, couverture de survie, couverture de sécurité, et effectivement, il y a plein de mots par rapport à ça qu'on trouve dans plein d'endroits différents. Qu'est-ce qu'on sait dans la façon dont l'enfant va investir son doudou ? C'est-à-dire à quel moment il va choisir son doudou et en faire son doudou ? Comment ça se passe ? En fait, on peut jamais le savoir un peu, mais avec l'expérience que je vous racontais, par exemple avec l'endormissement, ou quand il se réveille, il va retrouver cet objet-là. En fait, à force que cet objet va se retrouver dans son environnement, l'enfant va peut-être développer ce lien avec, et les parents vont vite le voir, parce qu'il y a des moments où peut-être ils vont pas le mettre dans le lit et l'enfant va avoir plus de difficultés à s'endormir. Au contraire, après, vers 5-6 mois, quand l'enfant peut commencer à pointer plus facilement certaines choses, il va pouvoir montrer justement son intérêt par rapport à ça. Et bien souvent, ce qui est assez amusant quand on en parle avec les parents, du moment où ils s'en sont rendus compte, c'est que le moment où eux commencent à observer que l'enfant s'accroche à certaines choses de son environnement, et que eux s'en rendent compte, c'est aussi souvent le moment où l'enfant commence à avoir construit quelque chose sur lequel il va s'appuyer. C'est les parents qui peuvent vous dire qu'ils comprennent beaucoup plus facilement les pleurs différents des enfants, la manière dont très vite ils peuvent le rassurer en lui racontant quelque chose alors qu'ils sont en train de préparer le biberon. C'est-à-dire que très vite, plus le parent et l'enfant commencent à se différencier et se comprendre, plus ces objets apparaissent et deviennent visibles aussi. L'enfant peut avoir 2 doudous ? Oui. Oui, il y a vraiment un côté où il faut pas se dire qu'il doit en avoir qu'un parce qu'on nous a dit qu'il en avait un de manière gna 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 gna. Ce qui est important, c'est que se dire que parfois, c'est pas la même chose qui va le rassurer selon les situations. Et l'adulte, il peut le savoir. Je parlais de l'exemple de l'endormissement tout à l'heure, mais quand on va être angoissé parce qu'on apporte quelque chose, c'est pas forcément les mêmes rituels, les mêmes habitudes ou les mêmes objets qui vont nous rassurer. Et on a tous plein de choses différentes pour nous rassurer et nous aider à supporter tout ce qu'on peut pas contrôler dans la vie. Et l'enfant, lui, il peut en avoir plein aussi. Et pas de drame s'il n'investit pas le doudou que vous lui avez acheté, qui prend un espèce de bout de mouchoir un peu déchiré ou un bout de couverture, c'est pas grave. Au contraire, laissons-le tranquille avec, n'essayons pas de le remplacer. On change pas ses parents, on change pas ses doudous non plus. Et d'ailleurs, vous prenez l'exemple d'un enfant qui avait investi une couette qu'il protégeait des monstres. Oui. Cet exemple-là, je le prends pour essayer de comprendre un peu ce qui est une expérience transitionnelle. Et imaginons de se replonger dans le psychisme d'un enfant ou même de nos enfances à nous. Et on a tous eu ce moment où on a eu peur des monstres. Même si parfois les monstres de maintenant sont plus les mêmes. Il y a ceux qui attrapent les pieds, ou comme dirait un de mes jeunes patients, lui il a peur que son monstre l'emmène dans une autre dimension. Je pense qu'avec les dessins animés et tout ce qui se passe maintenant, les peurs sont plus les mêmes. Mais en tout cas, le fait d'avoir peur de monstres, d'avoir peur de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, on l'a tous. Nous, on avait peur du loup, vous voyez. On avait peur du monstre dans le placard, on avait peur du loup, on avait peur plein de choses. Et ce qui est important de se dire, c'est que cette peur, pour l'enfant, elle existe. Parce que même si c'est une projection de ses angoisses, de ce que lui ressent à l'intérieur, elle existe. Et bien souvent, le problème, c'est que si elle existe pour lui et qu'elle n'existe pas pour les parents, il faut qu'il développe des moyens à lui de se rassurer. Et quand les parents n'y arrivent pas, l'enfant va devoir trouver quelque chose dans son environnement pour que ça le rassure. Et on peut imaginer le fait de se cacher sous la couette. Et par exemple, ça, c'est des choses qui existent encore chez les adultes. Les adultes qui ont peur ou qui ont vécu une journée un peu pourrie, ils vont se cacher sous leur couette pour se rassurer. On a tous des choses comme ça. Et ce qui est assez fabuleux pour l'enfant, c'est que si ça le rassure, on pourrait se dire, si on se met dans le rationalisme d'un adulte, c'est parce que les monstres n'existent pas. Sauf que du point de vue d'un enfant, les monstres existent. Et ce qui le rassure, c'est le fait que le lendemain, il ne se soit pas fait dévorer ou attraper. C'est-à-dire que par cette expérience, on le voit bien, c'est pas simplement la couette qui l'a rassuré, c'est pas simplement le lien qui l'a rassuré, c'est l'expérience qu'il a vécue avec d'avoir survécu à ses propres angoisses. Et donc du coup, grâce à ça, il développe ses manières de gérer ses propres angoisses, vu que la peur venait de lui, mais aussi des moyens de se réassurer. Et du coup, ça servira à rien, et ça serait même délétère en tant que parent, de dire par exemple, mais non, ta couette elle sert à rien, ou sois fort, ou quoi que ce soit. Laissons-le développer à son rythme ces choses-là, et lui rontirons pas ses manières de comprendre le monde et de gérer ses angoisses. Et au final, le lendemain, il est vivant, donc voilà, la couette l'a sauvé des monstres. Donc tout va bien, mais ça marche parce qu'il a vécu cette expérience-là, pas parce que la couette est magique.
En quoi l'objet transitionnel doudou va permettre aux jeunes enfants de grandir en bonne santé psychique et physique finalement ? D'une certaine manière, le doudou et tous ces phénomènes ou rituels dont on parle là, comme ça va lui permettre à lui de pouvoir affronter le fait qu'on a tous été confrontés au fait que la réalité, on ne la contrôle pas, le lien aux autres, on ne le contrôle jamais complètement. Donc il y a toujours des écarts de satisfaction, il y a toujours des choses qui ne se produisent pas comme prévu. Et tous ces objets-là nous permettent de ne pas s'effondrer, de ne pas perdre nos moyens, de ne pas perdre nos capacités face à ces éléments qui nous arrivent nécessairement tous dans la vie. Et ça lui permet de grandir en développant ses moyens à lui qui lui appartiennent dans la relation au monde et dans la relation aux autres, de se rassurer. C'est-à-dire qu'au moment où cette continuité, ce doute pourrait arriver, au lieu de perdre ses moyens de penser, au lieu d'être débordé par ses émotions, il développe des moyens de maintenir cette continuité en attendant que les choses arrivent. Mais il ne faut pas oublier que le doudou, c'est quelque chose qui lui permet de maintenir la continuité en attendant quelque chose de relationnel. C'est jamais un objet qui marche tout seul. C'est ça qu'il faut. C'est ça le message le plus important. Voilà. C'est ça. C'est qu'on ne peut pas déconnecter et décorréler la fonction du doudou du lien qu'il a avec les autres. Du lien aux autres. Ça fonctionne parce qu'il a créé des liens et parce que le lien revient après. Et c'est comme un enfant qui pleure et qui nous demande les bras. C'est trop tard de lui donner un doudou. Il ne va pas fonctionner tout seul. Il a besoin des bras, de nous, de quelque chose de relationnel, quitte à réinclure le doudou dans l'équation pour qu'il puisse continuer de jouer avec une fois qu'il sera rassuré, mais on ne peut pas décorréler les objets ou les enfants de ce besoin de lien humain et ce besoin de relation, peu importe les phénomènes et les objets qu'on a. Un enfant qu'on abandonne, qu'on laisse toute la journée à la crèche, peut décider, même avec son doudou, de vous le faire payer le soir. Tout à fait. C'est quelque chose que les parents ont du mal à comprendre, ça, en fait. C'est ça, c'est pas parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le choix. Parfois, les journées pour les enfants, surtout s'ils sont un peu jeunes, peuvent être un peu longues. Et ce qu'on se rend moins compte quand on est adulte, c'est que le lien à l'autre, quand on est séparé de l'autre, il peut un peu s'abîmer. Si je prends un exemple adulte, c'est comme nous quand on a des relations, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et quand on retrouve cette personne, on a un petit doute de est-ce que ça va se passer comme prévu ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Au point de parfois ne pas être soi-même, ou de dire des conneries, ou de pas ce qu'on avait prévu quand on retrouve l'autre. Le bébé, c'est la même chose, sauf que lui, il n'a pas les moyens de le dire. Il y a maman ou papa qui arrive, mais comme il ne l'a pas vu toute la journée et qu'il n'était pas là quand il a eu besoin, il ne sait pas si papa et maman vont être pareils que d'habitude. Et donc bien souvent, c'est aux parents d'initier le fait que le lien n'a pas changé, on va se retrouver comme d'habitude, on s'en veut pas, je vais te raconter aussi ce qui s'est passé, et de se dire que c'est pas parce qu'on lui a donné un objet ou que les gens à qui on l'a confié sont merveilleux que ça suffit pour se retrouver. Et bien se retrouver, c'est quand même aussi un gage de pouvoir mieux se séparer ensuite. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un rituel de séparation et le rituel de retrouvailles est presque aussi important. Si ce n'est plus parfois, parce que quand on a été séparés et qu'on est plus sûr que le lien va être le même ou que tout va se passer de la même manière, c'est bien quand on se retrouve et que rien n'a changé qu'on peut se rassurer d'être séparés à nouveau. Imaginons, c'est comme nous quand on retrouve quelqu'un et que ça se passe mal, ça nous dit juste que la fois suivante où on va être séparés, ça va être difficile et que j'ai raison de m'angoisser et que j'ai raison de me dire que ça ne sera pas pareil la fois suivante. Alors que si on arrive à retrouver quelque chose, déjà au niveau sensoriel, prendre le temps de se regarder, prendre le temps de se sourire, prendre le temps de se reconnaître, avant de calmer ses émotions et de se retrouver relationnellement. Pour les enfants qui ont du mal à retrouver leurs parents le soir, d'abord on prend le temps de se retrouver sensoriellement, on prend le temps de se raconter ses émotions, on prend le temps de se dire que rien n'a changé, et en principe, tout va bien. Et c'est là où souvent les professionnels ont aussi un lien essentiel d'accompagnement, de traduction, et pas de se dire « mon enfant il m'aime plus, mon enfant il préfère être avec des professionnels, mon enfant me déteste ». Non, votre enfant il a juste besoin de vous retrouver parce que il a été éprouvé et il n'est pas sûr que tout est comme d'habitude. Et votre enfant, il a besoin que vous soyez là pour lui le soir et pas sur votre portable quand il vous retrouve. Ah, ça c'est sûr. Le portable, on en parle comme du nouveau doudou finalement, du nouvel objet transitionnel. Vous êtes d'accord avec ça ou pas vous ? J'ai un peu du mal, dans le sens où je peux comprendre qu'il puisse avoir parfois un bout de fonction transitionnelle, dans le sens d'un bout de fonction de réassurance, quand quelqu'un nous manque, par exemple, de pouvoir prendre de ses nouvelles, de pouvoir se dire qu'effectivement rien n'a changé. Mais en vrai, un phénomène transitionnel, un peu comme on se le disait tout à l'heure, c'est que ça développe nos capacités à supporter pour passer à autre chose. Moi, j'ai pas vu beaucoup de monde réussir à se passer de son portable ou que ça lui permette d'élaborer quelque chose pour aller vers autre chose. Vous voulez dire que le portable n'aide pas à affronter la séparation ? Pas vraiment. Au contraire, accentue le manque. Cette surconnexion accentue parfois la dépendance et le fait de pouvoir supporter que quand on est séparé, l'autre puisse vivre des expériences qui nous appartiennent pas. Et ce qui est difficile dans la séparation, c'est de se rendre compte que l'autre est vraiment une altérité, c'est-à-dire que ce qu'il va faire du lien quand je suis en présence ou pas en présence, je n'ai pas accès à ça, je ne peux pas le contrôler. Et se retrouver, c'est parfois se rendre compte que certaines choses ont changé et créer de la dépendance en étant tout le temps connecté, tout le temps relié, etc. C'est pas une gageure d'être sûr que rien ne va se passer pour autant. Et comment on prévient justement une possible dépendance au doudou ?
Une possible dépendance au doudou. Il y a un risque que les enfants soient dépendants au doudou? J'en ai jamais vraiment vu. Il y a des fois un risque, il y a un suraccrochage ou un surinvestissement. Ouais. Plus les parents veulent qu'ils s'en séparent. C'est-à-dire que parfois, plus les parents veulent qu'ils s'y attachent pas, plus l'enfant va s'y attacher parce qu'il va pas savoir comment l'interpréter. Et bien souvent, les enfants, on le sait bien pour tous ceux qui ont des enfants, parfois ils cherchent quand même à s'appuyer sur des choses qui viennent être en interaction avec nous, que ce soit des choses conflictuelles ou pas, mais développer un lien de dépendance à son doudou, non. Parce que petit à petit, si on l'a accueilli, respecté et qu'on a laissé l'enfant faire ses expériences, ça va se réorganiser tout seul. Mais après, certains parents peuvent être un peu inquiets avec l'école ou plein de choses si l'enfant utilise trop son doudou ou qu'ils aimeraient qu'il l'utilise un peu moins. On peut parfois accompagner l'enfant à s'en servir un peu plus quand c'est des moments difficiles ou le resituer par exemple dans les moments de sieste, dans les moments un peu plus difficiles et pas forcément lui laisser l'avoir toute la journée. Moi j'ai vu des parents, ils lui coltinent le doudou toute la journée, même dans des moments où il n'en a pas besoin. En fait l'enfant s'il l'a tout le temps, même quand il n'en a pas besoin, parfois il va juste s'habituer à la présence de cet objet plus que le fait qu'il va l'utiliser quand il en a besoin. On parle de doudou ce matin. Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir aux éditions InPress, c'est le titre du livre de mon invité consacré au doudou aux éditions InPress, donc dans cette collection que vous dirigez. Le doudou dont on disait que c'est un objet transitionnel, mais c'est quoi un objet transitionnel précisément? C'est un objet qui protège de quoi? Si on reprend déjà les deux mots, l'objet c'est dans le sens, effectivement, comme on se le disait tout à l'heure, dans le sens sensoriel, c'est-à-dire qui existe, qui réagit, qui a du corps avec lequel on peut vivre quelque chose, et que c'est pas toujours un objet, ça peut être quelque chose d'un rituel, d'un son, d'un geste, d'un bruit. Et le côté qui protège de quoi? C'est vraiment qui protège de la perte de cette continuité. C'est-à-dire que quand l'enfant va ressentir une angoisse, un mal-être, un besoin, il est en train à ce moment-là de chercher sur quoi s'appuyer pour se rassurer en attendant que ça se produise. Et l'avantage des objets transitionnels ou des phénomènes transitionnels, c'est que eux, ils ont une continuité qui ne bouge pas. Peu importe ce que l'enfant va vivre comme expérience, il va répondre la même chose, le même corps, les mêmes odeurs, les mêmes bruits. C'est-à-dire qu'il va retrouver quelque chose qui va lui permettre, quand il se rassure dans cette continuité du lien avec cet objet, ça va le rassurer sur la continuité du lien aux autres qu'il est en train d'attendre, sur la continuité, sur la manière d'être satisfait, qu'il est en train d'attendre. Mais gérer finalement la séparation, c'est une des fonctions du doudou. Tout à fait, mais gérer la séparation dans le sens, effectivement, gérer les moments où l'enfant va penser à son parent ou va être en attente de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va gérer la séparation toute la journée et qu'il n'a pas le droit d'avoir des émotions, qu'il n'a pas le droit d'être triste, qu'il n'a pas le droit d'être en colère, qu'il n'a pas le droit d'aller quand même se demander où est papa et maman. C'est-à-dire que l'enfant, même s'il le demande 150 fois dans la journée, il a quand même besoin qu'on lui réponde 150 fois dans la journée, que papa et maman vont revenir le soir, qu'il ait un doudou ou pas. Ça sert à rien de lui dire prends ton doudou. À la rigueur, oui, papa et maman sont là, et là, on le rassure éventuellement peut-être en réintroduisant le doudou s'il l'a pas à ce moment-là, mais ça n'empêche pas qu'il a besoin de réponses de l'adulte et de relationnel. Est-ce que le rôle du doudou est équivalent à celui de la tétine, par exemple? Alors, je vous dirais simplement oui et non, dans le sens où la tétine peut avoir une fonction transitionnelle de rassurer l'enfant, de l'aider à attendre, de le faire patienter, mais le vrai problème de la tétine, et les parents, sans exception, je pense, pourraient nous le dire et vous le dire, l'enfant va avoir envie de l'utiliser pour plein de choses où il n'en a pas besoin. Du fait que ça soit en lien avec la bouche, en lien avec la tétée, en lien avec quelque chose un peu d'autostimulant, l'enfant risque de l'utiliser dans plein de moments pour plein de choses où il n'en a pas besoin. Et du coup, il va rechercher simplement la sensation, la répétitivité de téter, mais il ne va pas l'utiliser pour se rassurer. Donc la tétine, pourquoi pas, si on la limite au moment où, entre guillemets, il en a besoin, en attendant de manger, pour s'endormir, c'est-à-dire dans des moments où ils peuvent avoir une fonction de réassurance, si vraiment on le veut. Mais si l'enfant a à disposition la tétine tout le temps, il risque de développer quelque chose effectivement d'automatique. Et du coup, dans ces moments-là, ça arrête d'être un phénomène transitionnel parce que ça ne lui permet pas d'aller vers autre chose et de s'en passer. Est-ce qu'il y a un âge pour le doudou et est-ce qu'il y a un âge pour ne plus en avoir? Alors, un âge de début, souvent, on a du mal à le repérer avant les premières semaines, voire les premiers mois. Mais la plupart des enfants, vers 3-4 mois, on peut déjà commencer à repérer ce sur quoi ils s'appuient pour se rassurer. Et après, est-ce qu'il y a un âge pour s'en passer? Vu le nombre de personnes qui ont encore leur doudou ou qui ont encore plein de phénomènes qu'ils n'osent pas forcément toujours raconter, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour s'en passer, mais il y a des âges où on a quand même développé d'autres choses qui nous rassurent quand même un peu mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le ressortir de temps en temps. Je pense à des enfants, même parfois à l'adolescence, qui viennent en consultation me raconter parfois combien c'est compliqué avec leurs parents ou leurs histoires avec les autres, et qui au bout d'un certain nombre de consultations peuvent me raconter que parfois ce qui les rassure, c'est dans leur couette de reprendre le doudou de leur enfance, mais qu'ils n'osent pas le dire à ce moment-là. Et moi, je leur dis souvent, c'est pas bien grave parce qu'on cherche tous des moyens de se rassurer. Et moi, je connais plein d'adultes qui en ont un
Et plein de personnes aussi, suffit de visiter les maisons de retraite ou les EHPAD pour se rendre compte que cet exemple est il y en terrible. a plein qui les reprennent. Mais oui, que vous citez des personnes qui sont en fin de vie Ouais. et qui ont l'angoisse de la séparation. La dernière. Ouais. Et donc qui reprennent leur doudou. C'est ça. Et pas forcément des personnes qu'on pourrait imaginer qui ont des troubles, des démences ou quoi que ce soit. Même des personnes comme n'importe qui irait plutôt normalement, entre guillemets, à cet âge-là, et qui, face à cette dernière grande séparation, vont se rassurer sur quelque chose qui les avait rassurés au niveau sensoriel. Parce que nos séparations, on peut y mettre tous les mots que l'on veut, c'est d'abord et avant tout une histoire de sensation et de choses qu'on ressent à l'intérieur de nous, et ça passe pas toujours par les mots. Si l'un de vos parents a décidé de faire du ménage à la maison parce qu'il a vu une émission sur le rangement et sur les vertus du rangement, et que subitement il ouvre une caisse dans laquelle il y a votre doudou et qui se dit « Ah ben non, le doudou, c'est fini, t'as plus l'âge d'un doudou » et qui veut le jeter, criez. Ah oui, ne le faites pas. Puis, ces phénomènes-là et ces objets-là appartiennent à la personne qui les a créés, et c'est à lui de décider ce qu'il va en faire. Ouais. Ne jetez pas le doudou de vos enfants sans leur demander leur accord. C'est ça, et que ce soit à eux de le faire. Et au pire, s'ils l'ont oublié, qu'ils s'en rappellent plus ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'il est forcément loin. L'avantage des doudous, c'est pour ça que souvent ça ne crée pas de dépendance ou de problème non plus en absolu, c'est qu'il n'est pas refoulé, il n'est pas complètement oublié. Il est dans un coin de nos têtes, il est un peu moins investi, mais il continue d'exister. C'est peut-être ça l'essentiel, de dire que s'il a pris une place au niveau psychique, c'est bien parce qu'il nous a rassurés quelque part, au gré d'autres phénomènes, mais ça ne veut pas dire que parfois on n'en a pas besoin de le retrouver quand même, ou d'y repenser simplement. Alors, une des avancées de votre livre, c'est que vous expliquez qu'il est essentiel de différencier les liens d'attachement des théories dites de l'attachement, et que le doudou existe avant que l'enfant établisse des stratégies de l'attachement. Tout à fait. Quand on parle de l'attachement, on imagine toujours la figure d'attachement, celle qui va créer la sécurité affective avec le monde, avec les autres. Sauf qu'on oublie souvent qu'avant 8 mois, 9 mois, parfois 1 an, l'enfant n'a pas encore établi un rapport stable avec un de ses parents, n'a pas encore établi un rapport stable d'attachement. Et pour autant, les séparations, on le sait bien, elles existent avant. Les moments d'angoisse, elles existent avant. Et donc le doudou est davantage un objet de continuité qu'un objet de sécurité affective. Et il nous permet justement de créer, de faire le lit d'une certaine manière de cette sécurité affective plus tard. C'est-à-dire que l'enfant, avant de créer un lien d'attachement à ses parents, il crée d'abord un lien de continuité, un lien affectif. Et on peut donc être dépendant de certaines personnes sans pour autant les aimer et les haïr, comme on peut aimer des gens sans en être dépendant. On peut avoir des liens affectifs sans avoir des stratégies d'attachement liées à la dépendance. Mais à quel moment on peut parler de sécurité affective pour un enfant ? De manière stable, avant 8 mois, 9 mois, voire 1 an pour certains enfants, rarement. C'est-à-dire que les premiers temps... Contrairement à ce que les parents pensent. Tout à fait. On participe à la construction de cette sécurité affective sur cette continuité-là. Mais elle n'est pas là d'emblée magiquement avant ça. C'est bien pour ça que tous les professionnels en crèche ou les assistantes familiales ou maternelles peuvent vous le raconter. C'est pour ça que c'est pas simple et vraiment compliqué de s'occuper d'un enfant qui a que quelques mois, parce que sa sécurité affective, il est en train de la construire. Elle n'est pas encore là. Pour expliquer le rapport qu'on a avec les réalités extérieures, vous prenez l'exemple de la lecture d'un roman. Oui. Qu'est-ce que la lecture d'un roman illustre ? Parce que souvent, on pense au côté, effectivement, phénomène transitionnel. Et pour expliquer le côté transitionnel, là, on se l'a un peu raconté, ça permet de comprendre la réalité, etc. Mais ça reste un peu abstrait dit comme ça. Et souvent, les phénomènes transitionnels, ils se passent dans ce qu'on appelle une ère intermédiaire, c'est-à-dire une ère d'échange entre nous et les autres. Et je prends l'exemple d'un roman, mais si on veut parler aux plus jeunes ou à toutes les générations, on pourrait parler d'une œuvre d'art, on pourrait parler d'une série télé, c'est-à-dire d'un quelque chose qui existe indépendamment de nous. Si je prends l'exemple d'un roman, le roman, il existe qu'on l'ait lu ou qu'on ne l'ait pas lu. Parfois même, il y en a 1 milliard qui existent qu'on ne connaît pas. Mais le moment où on va le lire, il va cesser d'être complètement extérieur à nous. On va commencer à le lire, on va commencer à vivre une expérience. Et le moment où, par exemple, on va être touché, que ce soit parce qu'on va s'identifier à un personnage, qu'on va être triste pour un personnage, ou au contraire, qu'on va s'attacher à quelqu'un qu'on va détester, qu'on va aimer. Enfin, on va vivre plein d'émotions. Et à ce moment-là, c'est une expérience transitionnelle dans le sens où, est-ce que c'est les mots qui nous ont fait ressentir ça ? Est-ce que c'est simplement nous ? Mais non, c'est l'interaction entre les deux. Et on serait bien embêté de savoir si c'est davantage le livre ou davantage nous qui a créé cette expérience-là, ce phénomène-là. Et on n'a pas besoin de le savoir. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fini de le lire, l'objet livre, il a changé, alors que pourtant dans la réalité, c'est toujours le même. Mais l'expérience qu'on en a vécue est plus la même. Et c'est là où on voit bien que notre rapport à la réalité et notre rapport à nous-mêmes a un petit peu changé. Pas fondamentalement en principe quand on lit un roman, mais a un peu changé quand même. Et c'est ça une expérience transitionnelle dans une ère intermédiaire, c'est que ça a un peu changé après. Voilà, et vous dites que ces expériences transitionnelles ont un aspect paradoxal, lequel ? Oui, c'est ça le côté paradoxal, c'est que pendant cette expérience, on ne peut pas savoir si c'est la réalité du truc, la réalité de l'objet, la réalité du phénomène qui a entraîné cet effet, si c'est simplement notre vie psychique à nous,
mais en fait c'est souvent l'interaction entre les deux, et on ne sait jamais quelle part a davantage influencé, et on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de respecter ce paradoxe. S'il se produit quelque chose d'émotionnel, s'il se produit quelque chose de vivant, autant le respecter et le laisser vivre. Voilà, et le doudou, ça fonctionne de la même façon qu'un roman. Tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la même chose, mais à une époque où l'enfant fait moins bien la différence entre lui et les autres et la réalité, il comprend moins ce qu'il vit, et c'est pour ça que c'est un peu plus précoce et que ça passe pas par le langage. Vous écrivez ce livre aussi pour les personnels, alors les personnels qui travaillent dans la petite enfance, oui, et le personnel médical aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur le doudou ? Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils comprennent. Qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va se produire. C'est-à-dire que ça reste un objet de support relationnel, de support d'expérience, de plein de créativité. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ça se crée au cœur d'une relation, au cœur d'un échange, et qu'il n'y a jamais une seule manière de faire. Sortons de la question du manuel, allons du côté un peu d'un guide pratique, d'un guide réflexif qui va passer à travers ce qu'on va ressentir, ce qu'on va observer. Et que parfois, ce qui est important, c'est de se dire que ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, ou quand ça ne marche pas, c'est bien souvent ni la faute de l'enfant, ni la faute des parents, ni notre faute à nous. C'est que bien souvent, il y a quelque chose où l'enfant, s'il n'est pas encore en sécurité, s'il ne se sent pas encore bien, c'est qu'il a besoin de vivre quelque chose avec nous relationnellement, et qu'il faut prendre le temps, toujours prendre le temps de rêver un peu avec l'enfant, de découvrir un peu avec lui, et que si l'enfant nous demande les bras ou nous sollicite, c'est pas parce qu'il sait pas quoi faire, c'est parce qu'il en a besoin à ce moment-là, et répondons-y avant d'aller vers autre chose. Et prenons le temps de s'interroger sur ce qui se passe vraiment dedans, et ne pensons pas que l'objet remplace tout et que l'objet est magique. Voilà, et vous ressortez Winnicott, pour tous ceux qui l'ont oublié. Oui, et d'une manière un peu actualisée et un peu repensée autrement, parce qu'il y a toujours de choses. C'est lui qui a conceptualisé en fait, tout à fait. La question du doudou comme objet traditionnel. Tout à fait, ça a été le premier psychanalyste à essayer d'en théoriser quelque chose, et il l'a fait à la base, non pas pour les psys, il l'a fait à la base pour les parents et pour les praticiens du terrain, pour toutes ces personnes qui dans le travail social au sens large, justement après-guerre, où plein d'enfants se retrouvaient sans parents et que tout ce qu'on avait l'habitude de faire fonctionnait pas. Après-guerre, pour les jeunes générations, c'est très très loin. C'est après 1945, quoi. Tout à fait. Ouais. Le doudou, avant les années 50, on n'en entendait quasiment pas parler. On pensait quand même que le bébé, on n'avait pas besoin de s'en occuper, que tout ce qu'il vivait était réflexe. Quand on pense qu'on imaginait que les 6 premiers mois, le bébé avait que des réflexes et qu'il était capable de rien et qu'il comprenait pas ce qu'il vivait, ça paraît aberrant maintenant. Donc il y avait certaines choses comme ça où tous les concepts et les notions chez Winnicott sont toujours justes, mais elles avaient besoin d'être un peu réactualisées et racontées un peu autrement. Et vous le racontez dans votre livre qui vient de sortir, ça s'appelle Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir, aux éditions InPress. Quel est le deuxième titre de la collection donc ? Le deuxième qui sort en octobre s'appellera Jouons, et le sous-titre, je vous laisserai le découvrir. Jouons dans le sens du jeu, parce que ce qui m'avait intéressé dans cette idée-là, c'était de se rendre compte qu'un peu de la même manière, on nomme plein de choses jeu, mais à partir de quel moment l'enfant joue ? Pourquoi il joue ? Qu'est-ce qui se passe au cœur des premiers mois et tout au long de notre vie par rapport au jeu ? Et d'une certaine manière, le doudou, c'était un peu quels sont nos phénomènes transitionnels pour gérer nos angoisses. Et celui-là, c'est un peu quels sont nos phénomènes transitionnels pour gérer notre rapport créatif avec la vie. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et dans toutes les plateformes de podcast qui reprennent les émissions de Beurre FM. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Adrien, aujourd'hui dans des conditions, on va dire, paradoxales. C'est comme les expériences transitionnelles, finalement. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.